Bonjour, je m'appelle Hubert Vin, donc je vais vous parler des problèmes d'électricité en élevage, aussi bien des problèmes de champs électromagnétiques que des problèmes d'électricité réels qu'on peut rencontrer dans les élevages. Donc ces problèmes apparaissent depuis un certain temps dans l'élevage et on se pose la question depuis une vingtaine ou une trentaine d'années. Les causes qu'on peut rencontrer sont des causes multiples qui sont liées aussi bien à des problèmes à l'extérieur de l'exploitation, liés à tout l'environnement électrique à l'extérieur de l'exploitation, et aussi et surtout des problèmes qui sont dans l'exploitation. Autrefois, on avait peur de l'électrocution. C'était le danger direct de se faire électrocuter qui faisait peur. Aujourd'hui, on a plus peur des problèmes liés aux ondes électromagnétiques. Donc on va développer un petit peu plus ce sujet-là. Ensuite, il faut savoir que cette crainte, elle est liée aussi à une certaine inculture scientifique de ces problèmes électromagnétiques. Donc on va essayer de dégrossir tout ça pour qu'on maîtrise un petit peu mieux les choses. D'autre part, ces problèmes, ils apparaissent aussi parce qu'il y a une complexité qui est grandissante des systèmes électriques de l'exploitation. Et donc, l'électricité aidant, effectivement, on a plus de chances d'avoir des soucis. Donc, dans un premier temps, on va revenir sur des considérations théoriques. Il faut savoir qu'une onde électromagnétique, puisqu'on va commencer par ça, c'est un modèle scientifique qui est constitué par une ondulation. La fréquence de ce champ électromagnétique, c'est le nombre d'ondulations qu'il y a en une seconde. Et la longueur d'onde, c'est la longueur qu'a cette ondulation. Les champs électromagnétiques, en fonction de leur fréquence et de leur longueur d'onde, peuvent provoquer des effets qui sont plus ou moins graves. Aux fréquences les plus élevées, on a des effets qui sont à ce moment-là graves. Et aux fréquences les plus faibles, donc aux longueurs d'onde les plus grandes, on a des effets qui sont beaucoup moins graves parce que l'énergie qui est développée par les champs électromagnétiques est beaucoup plus forte aux fréquences les plus élevées. Donc par exemple, quand vous avez des rayons cosmiques ou des rayons gamma ou des rayons X qui sont des fréquences très élevées, vous avez des rayonnements ionisants et vous pouvez être atteint de problèmes de mutations, de problèmes carcinogènes, voire mourir. Après, aux fréquences plus faibles, par exemple dans le visible, vous pouvez juste bronzer. Vous êtes un peu brûlé sur la surface de la peau, mais c'est tout ce qui se passe. Aux fréquences plus faibles encore, il y a juste un échauffement, quelques effets thermiques. Et aux fréquences très basses, à ce moment-là, qui sont les fréquences de distribution du courant électrique par les agents de distribution du courant électrique, à ce moment-là, normalement, il y a très peu d'effets parce que l'énergie qui est développée est très faible. Donc on va voir un petit peu ça. Pour définir les champs électriques et les champs magnétiques, il faut savoir que quand on parle de champ électromagnétique, on parle de champ électrique et de champ magnétique. Le champ électrique, c'est typiquement deux plaques en ferraille chargées différemment, avec deux potentiels différents, qui sont séparés par une certaine distance. Et donc un champ électrique, c'est le gradient de potentiel qu'il y a entre ces deux plaques. Si vous lâchez un électron au milieu, il va se déplacer vers la charge qui l'intéresse le plus, donc plutôt vers le plus. Si vous avez une charge négative d'un côté, une charge positive de l'autre, votre électron va aller du moins vers le plus. Donc un champ électrique, il est défini par un gradient de potentiel en volts par mètre. À l'inverse, enfin pas à l'inverse, mais différemment, un champ magnétique, c'est défini par l'orientation d'aimant dans l'espace. C'est l'expérience qu'on faisait quand on était en 5e. On posait sur une feuille de papier un aimant, sous une feuille de papier un aimant, et on lâchait de la limaille de fer sur cette feuille en papier. Et la limaille de fer, elle dessinait le champ magnétique créé par l'aimant. Les champs magnétiques, l'unité, c'est le Tesla. C'est une unité qui est reconnue internationalement. Et donc vous voyez bien, les champs électriques et les champs magnétiques, c'est deux choses différentes. Aux fréquences très élevées, les champs magnétiques et les champs électriques sont associés. Aux fréquences très basses, les champs magnétiques et électriques sont ou pas associés. Ils peuvent être complètement indépendants l'un de l'autre. Donc les effets des champs. Commençons par les effets des champs magnétiques. Un champ magnétique, c'est un champ qui n'est pas arrêté par des matériaux inertes et qui n'est pas arrêté non plus par du béton. Il faut un blindage particulier pour l'arrêter. C'est un champ qui va pénétrer les organismes. Le problème, c'est que ce champ magnétique, il faut qu'il trouve un support qui soit magnétosensible pour agir. Donc, par exemple, si vous n'avez pas d'éléments métalliques dans le corps, vous n'êtes pas censé être sensible au champ magnétique. Par contre, si vous avez des yeux avec des systèmes nerveux qui fonctionnent à l'électricité, comme tout le monde, vous pouvez éventuellement être touché, percevoir ces différences de champ magnétique. Les champs électriques, eux, ils ne pénètrent pas une feuille de papier. Donc, ils vont rester en surface et ils peuvent mobiliser des charges en surface de la peau.
Les rats, quand on leur applique un champ électrique, ils peuvent percevoir ce champ. Il y a des études qui ont montré qu'il y a un seuil de perception en dessous duquel, donc qui est quand même assez élevé, hein, en kilovolts par mètre, 5 kilovolts par mètre, à partir duquel les rats commencent à percevoir un champ électrique. Ils ont des réactions comportementales au départ. Les champs magnétiques, eux, en général, ne trouvent pas de support dans l'organisme qui leur permette d'agir. Donc, en général, il n'y a pas d'action, pas d'impact. La seule perception qu'on peut ressentir, ça s'appelle des magnétophosphènes. C'est lié au fait que le champ magnétique va agir sur les mouvements des électrons à la surface des neurones, et en particulier du nerf optique, par exemple, ou du nerf auditif. Et à ce moment-là, quand vous êtes dans un champ magnétique très fort, vous pouvez avoir des magnétophosphènes, c'est-à-dire des perceptions visuelles ou auditives fugaces qui résultent de ces courants induits. C'est les premières choses qu'on voit des champs magnétiques. Donc, finalement, les effets directs des champs électromagnétiques sont relativement fugaces en élevage au niveau des ondes de basse fréquence. On a très peu de chances d'avoir des ondes de basse fréquence avec des effets directs de champs électromagnétiques. Par contre, ce qui est très important, c'est qu'on a des effets indirects de ces champs électromagnétiques. Pourquoi? Eh bien, en particulier parce que quand vous avez la circulation d'un réseau électrique, par exemple dans une ligne haute tension, cette circulation d'électrons va générer un champ électromagnétique et va pouvoir charger des éléments métalliques qui seront isolés du reste du sol. Et à ce moment-là, vous allez avoir un gradient de potentiel qui va se créer entre cet élément métallique qui sera chargé et le sol. Et si vous touchez cet élément métallique et que vous êtes relié vous-même au sol, vous allez sentir la décharge qui va passer à travers vous. Donc ça s'appelle des phénomènes d'induction. Par exemple, sur cette diapo, on a une ligne haute tension qui circule au-dessus d'un champ avec un abreuvoir. Cet abreuvoir, il est isolé du sol, et donc vous avez un chargement qui se fait de cet abreuvoir avec un potentiel qui va être différent de la Terre. Quand vous mettez un voltmètre, comme sur la gauche de la diapositive, vous allez mesurer une différence de potentiel entre l'abreuvoir et le sol. Et si vous mettez une vache, qui évidemment va avoir les pieds au sol, et quand elle va toucher l'abreuvoir, eh ben, le courant va passer à travers la vache. La vache va percevoir un courant parasite, pas forcément de grande intensité, mais qui va la traverser et qui peut l'électrocuter avec une faible valeur. Parce qu'évidemment, elle ne va pas mourir, elle va juste percevoir un champ électrique. Alors, quels essais cliniques montrent quoi? Il faut savoir que les champs électromagnétiques, il y a des valeurs d'exposition au public et des valeurs d'exposition professionnelle qui existent dans la littérature. Donc, au-delà de certaines valeurs, on considère que l'exposition à ces champs doit être corrigée. Dans la vie courante, en élevage, on n'atteint jamais ces valeurs-là d'exposition au public. Donc, on peut considérer qu'il n'y a pas de risque direct. Il y a plein d'essais qui ont montré que, en gros, l'exposition directe aux champs électromagnétiques ne pose pas de problème. Par contre, quand vous avez des problèmes en élevage, c'est toujours lié à l'apparition de courants parasites liés au déplacement, aux différences de potentiel dans l'exploitation. Les causes d'apparition de courants parasites. Il y a 5 grandes causes. La première grande cause, c'est les couplages capacitifs pour un champ électrique et les couplages inductifs par un champ magnétique. Comme on l'a vu tout à l'heure, un courant qui circule dans un élément métallique, par exemple une ligne haute tension, peut générer le chargement d'éléments métalliques qui ne sont pas reliés à la Terre. Et à ce moment-là, vous allez avoir une différence de potentiel qui sera perceptible entre cet élément métallique et le sol ou la Terre. La troisième cause, c'est le couplage électrochimique, c'est-à-dire l'électrolyse en élevage, en particulier quand vous avez des tapis, par exemple caoutchouc, vous pouvez avoir une électrolyse entre une face et l'autre face. Et à ce moment-là, vous allez percevoir un petit courant qui sera ressenti par les animaux. Entre ces trois premières causes, il faut noter que les couplages, souvent, ça provoque des courants alternatifs, alors que le couplage électrochimique, lui, il provoque un courant continu. Ça nous sera utile tout à l'heure quand on cherchera à faire le diagnostic. La quatrième cause, c'est la décharge électrostatique,
qui est liée au frottement de plastique. C'est la décharge qu'on prend parfois l'été en voiture, quand votre voiture elle a frotté en particulier contre le vent ou contre d'autres éléments plastiques, et que vous touchez à la fois la porte et le sol. Vous vous faites électrocuter, pas parce que la voiture elle dégage du courant particulièrement, mais parce qu'il y a une décharge électrostatique. Et la cinquième cause, qui est la plus fréquente, qui est la plus importante, c'est le défaut d'isolation. Le défaut d'isolation de l'ensemble de la ferme, c'est-à-dire des fuites de courant qui sont liées à l'électricité qu'on envoie dans la ferme pour faire fonctionner le frigo, le robot de traite, tout ce que vous voulez. Et ces éléments-là, eh bien, ils provoquent, il y a une fuite de courant parce qu'il y a plusieurs problèmes qui peuvent arriver, qu'on va essayer de détailler un tout petit peu ça. Si vous avez un élément métallique ou un réseau électrique qui est très mal fait, avec des tas de problèmes de branchement, à ce moment-là, effectivement, vous pouvez avoir des fuites de courant vers d'autres éléments du réseau qui ne sont pas censés être électrifiés. Dans cette diapo, par exemple, on voit qu'il y a une batterie de clôture électrique qui est reliée à la terre par un pot fil à la terre du bâtiment. L'éleveur a pris la terre de sa batterie et l'a branchée comme il a pu sur la prise du bâtiment. Mais en faisant ça, il touche le lactoduc. Et donc le lactoduc devient conducteur et peut électrifier par la suite. S'il y a une fuite de courant par la terre de la batterie, il peut électrifier les vaches quand elles sont à la traite. Donc ici, dans cette diapositive, vous avez un autre exemple de fuite de courant. L'éleveur, pour empêcher les vaches de monter dans ses logettes, met un fil électrique relié à une clôture de terre derrière les vaches. Il le déplace à l'aide de la poignée en caoutchouc qu'il a mis là. Mais là, elle est en position repos, si je puis dire, pour que les vaches montent dans les logettes. Cette clôture électrique reste électrifiée pendant ce temps-là. Et si elle va toucher les logettes, évidemment, vous vous rendez bien compte que vous envoyez le courant de la clôture électrique dans toutes les logettes. Donc les vaches, elles vont plus se coucher ou elles vont avoir peur de se coucher. Si ça arrive rarement, eh bien, elles vont avoir encore plus peur de se coucher que si ça arrive tout le temps. Si ça arrive tout le temps, vous en rendrez compte, elles ne viendront plus jamais dans les logettes. Si ça arrive rarement, eh bien, dans ce cas-là, elles vont se méfier. Il y en a quelques-unes qui vont se coucher, d'autres non. Ça, c'est un problème qui est une fuite de courant qui est liée à rien d'autre que simplement de la gestion de l'élevage. Vous avez aussi des erreurs de branchement qui sont des causes de fuite de courant. Si évidemment vous avez branché la terre sur un élément métallique qui n'est pas à la terre, enfin voilà, donc faites attention, respectez les codes couleurs et vérifiez que vous vous branchez bien quand vous faites des éléments métalliques. Quand vous faites des branchements électriques, respectez bien les codes couleurs. Qu'est-ce que ça fait sur les animaux? L'électricité et les champs électromagnétiques, ça ne fait pas tout sur les animaux, ça ne fait pas n'importe quoi. Ça ne provoque essentiellement que des modifications d'attitude, ensuite, si c'est plus grave, des modifications de comportement, et si c'est encore plus grave, des modifications de production. Au départ, c'est des modifications d'attitude, c'est-à-dire qu'en fonction du courant qui est émis, vous avez cette gradation dans les effets. Au départ, la vache, elle va simplement redresser un peu les oreilles, elle va éventuellement fuir, mais c'est juste des attitudes qui seront changées. Si vous avez des comportements différents, c'est plutôt des prises d'eau qui ne se feront pas correctement, une rumination qui baisse ou des défécations plus fréquentes, voire des fuites. Et si vous avez des modifications de production, avec des baisses de lait, avec des temps de traite augmentés, des cellules, là aussi vous pouvez penser qu'il y a des petits problèmes électriques. Maintenant, si vous avez des problèmes respiratoires sur vos veaux, il y a très peu de chances que ça soit ça, que ce soit un problème électrique qui génère ce problème-là. Donc, n'oubliez pas, quand vous avez des problèmes sur vos animaux, il faut intégrer le diagnostic électrique au diagnostic général, mais il faut faire un diagnostic général. Il ne faut pas partir de l'idée que l'électricité fait tout, parce que ce n'est pas vrai. Ici, par exemple, on constate que quand on applique une tension à un abreuvoir, eh bien, la vache, elle va mettre beaucoup plus de temps à boire la même quantité d'eau. Ça paraît logique, mais voilà. Donc, il y a bien quand même un effet qui intervient sur les animaux. Dans cette diapositive, on voit qu'une tension est appliquée à un animal en salle de traite. D'abord un intervalle de temps assez court et ensuite un intervalle de temps beaucoup plus long qui ne s'arrête plus. Pendant l'intervalle de temps court, la vache elle bouge, quand ça s'arrête, elle arrête de bouger. Ensuite, on réapplique la tension, on constate que la vache elle va bouger au départ et ensuite petit à petit, elle va adopter une attitude défensive qui fait qu'elle ne va plus bouger. Donc les animaux qui ont l'habitude de prendre des chocs électriques adoptent cette attitude défensive et s'habituent en fait à cette tension qui est en contact avec eux. Donc il faut faire attention quand on fait ces diagnostics. Parfois, on n'a pas d'attitude, on a une attitude défensive qui masque en fait le fait qu'il y ait des problèmes. Voilà. Donc évidemment, plus on met un voltage et un ampérage élevé,
plus les modifications seront importantes, avec au départ pas d'effet du tout, même s'il y a un petit voltage et un petit ampérage qui est appliqué, il n'y aura pas de modification du tout. Et plus on augmente, plus le voltage et l'ampérage, on a des modifications physiologiques qui sont importantes. Alors, comment est-ce qu'on fait pour savoir si c'est un problème chez soi? Il y a des tests qu'il faut mettre en place. Ces tests, il y en a 5. Le premier, c'est le test des disjoncteurs différentiels. On va voir comment ça fonctionne. Ensuite, on va tester l'équipotentialité des éléments métalliques de l'exploitation. Ensuite, on va tester la différence de potentiel entre ces éléments métalliques qui ne seront pas équipotentiels. Ensuite, on va pouvoir tester si, après coupure de courant ou pas, on a encore persistance de ces problèmes de différence de potentiel. Et enfin, on peut faire un test de la qualité de la terre. Donc, on va voir ça un peu plus en détail. Donc, sur cette diapositive qui est importante, on voit une exploitation. À gauche de la ligne grise, vous avez la partie hors exploitation qui appartient au secteur public qui vous fournit l'électricité. Souvent, c'est concrétisé par un transformateur moyenne tension, basse tension qui se trouve devant votre exploitation et qui est relié à la terre. À droite de cette ligne grise, vous avez la partie qui est interne à l'exploitation, avec, dans un premier temps, le disjoncteur différentiel à l'entrée du tableau électrique, qui est raccroché aux différents appareils que vous utilisez dans la ferme. Ces appareils, vous voyez, ils sont reliés par la terre à la prise de terre de l'exploitation. Et la prise de terre de l'exploitation est reliée à tous les éléments métalliques de l'exploitation, les cornadis, la dalle de béton avec le maillage qui est en dessous, etc., etc. Et tous ces éléments-là doivent être reliés ensemble. La prise de terre de l'exploitation, théoriquement, c'est un fil de cuivre en fond de fouille qui fait le tour de l'exploitation. Ce qui fait que votre exploitation se comporte comme une cage de Faraday avec tous les éléments métalliques qui sont reliés entre eux. Si vous avez une ligne haute tension qui circule à côté de votre bâtiment, si votre bâtiment est bien fait et que l'ensemble de votre bâtiment est une cage de Faraday, vous n'avez aucun problème. Il y a des différences de potentiel qui peuvent interagir, mais les vaches vont toucher forcément que des éléments métalliques qui seront au même potentiel. Donc elles ne peuvent pas s'électrocuter. Comme un oiseau se pose sur une ligne haute tension, tant qu'il ne touche pas le poteau, il ne meurt pas. Il est à un différent potentiel, mais ce potentiel ne bouge pas. Donc les tests qu'on va faire chez vous. Le premier test, c'est de vérifier que le disjoncteur différentiel fonctionne bien. On va voir à quoi il ressemble. Le deuxième test, le plus important, c'est de vérifier l'équipotentialité, donc vérifier qu'il n'y a pas de différence de potentiel entre tous les éléments métalliques de votre exploitation. Le troisième test, c'est de vérifier qu'il y a une différence de potentiel entre les éléments qui ne sont pas équipotentiels et de vérifier que cette différence de potentiel est perceptible par les animaux. Et enfin, ce qui dépasse un petit peu le cadre et la facilité pour un éleveur normal, c'est de tester la prise de terre de l'exploitation. Ça, c'est plutôt du ressort d'un électricien. Le test des disjoncteurs différentiels, il sert à mettre en évidence une surcharge électrique. Le disjoncteur différentiel de votre exploitation, vous en avez plusieurs dans le boîtier électrique, et c'est des éléments qui doivent sauter individuellement quand il y a une surcharge, quand il y a un court-circuit, quand il y a quelque chose comme ça. Et ça, il faut tester que ces appareils fonctionnent. Et donc, vous avez un petit bouton sur vos disjoncteurs différentiels sur lequel vous appuyez. Et ce petit bouton, il doit faire sauter le disjoncteur différentiel. Donc, le test des disjoncteurs différentiels, c'est uniquement ça. Appuyez sur tous les petits boutons pour voir si le disjoncteur saute. Si le disjoncteur ne saute pas, ça veut dire qu'il tolère des sautes de courant qui sont anormales. Et donc, à ce moment-là, il faut corriger ça. Le deuxième test est la recherche de l'équipotentialité. Donc pour ça, il faut que vous alliez dans un magasin de bricolage et que vous cherchiez un ohmmètre, un multimètre qui fait ohmmètre. Dans les magasins de bricolage, vous allez trouver des ohmmètres qui sonnent quand la résistance est à 0. Donc vous allez chercher la résistance qu'il y a entre les différents éléments métalliques de votre exploitation. Et si la résistance est égale à 0, ça veut dire qu'ils sont bien reliés entre eux et donc vous êtes équipotentiel. Cette recherche d'anomalie, elle est réglementaire, c'est-à-dire que normalement, tous les éléments métalliques de votre exploitation doivent être reliés entre eux. Le consuel, qui est venu normalement à la mise en place du bâtiment, il a vérifié ça. Si vous avez tous les éléments métalliques qui sont équipotentiels, vous n'avez pas d'apparition de courant parasite possible. Et si vous ne trouvez pas une équipotentialité correcte, si vous ne trouvez pas une équipotentialité correcte, à ce moment-là, vous pouvez arrêter tout et essayer de les corriger. C'est déjà un point essentiel. Alors comment on fait? On a dans son exploitation des vaches et des éléments mécaniques.
Donc vous avez les cornadis, vous avez le maillage des bétons, vous avez les poteaux, vous avez les barrières, vous avez d'autres barrières encore. Vous avez un poteau de terre ou un fil de cuivre en fond de fouille. Vous avez une barrette de terre dans votre tableau électrique. Et vous avez des prises murales avec la terre qui sort, qui dépasse. Là-dessus, vous mettez votre ohmmètre au milieu. Normalement, tous vos éléments métalliques ils sont reliés entre eux. Donc tous vos éléments métalliques sont reliés à la barrette de terre ou bien directement à la terre, ce qui peut arriver aussi, et la barrette de terre et toutes les prises murales sont reliées aussi entre elles, et votre barrette de terre est reliée évidemment au poteau de terre. Donc tout ça devrait être relié ensemble. Donc le but de votre ohmmètre, c'est de vérifier que tout ça est relié ensemble. Donc vous allez boucler toutes les boucles en vous accrochant par exemple à une prise murale de la terre et vous allez vérifier que vous avez 0 ohm de résistance entre votre élément métallique que vous allez chercher dans la ferme et la terre. Donc vous allez vous balader avec votre ohmmètre et vous allez vérifier qu'entre la barrière et la barrette de terre, vous avez bien 0 ohm. Il y a des ohmmètres qui sonnent quand ils sont à 0 ohm, ce qui permet de vérifier ça très facilement, parce qu'effectivement, c'est facile, quand ça sonne, ça fait bip, et voilà. La seule difficulté, c'est qu'il ne faut pas hésiter à gratter un peu, parce que souvent, comme vous avez une couche de saloperie qui est venue se déposer sur les éléments métalliques, il faut arriver à atteindre quand même la ferraille qui est en dessous, pour qu'on puisse vérifier si elle est bien équipotentielle avec l'ensemble de l'exploitation. Donc vous allez vérifier comme ça tous les éléments métalliques de l'exploitation. Ça constitue votre test d'équipotentialité. Si vous avez des éléments métalliques qui ne sont pas équipotentiels, à ce moment-là, ils peuvent être chargés ou pas. Pour vérifier s'il y a une différence de potentiel entre ces éléments métalliques et la Terre, eh bien dans ce cas-là, vous allez faire un test de recherche de tension parasite. Donc vous allez récupérer votre ohmmètre, votre multimètre, et vous allez l'utiliser sur la fonction voltmètre, continu et alternatif, et vous allez rechercher des courants parasites et des différences de potentiel. Pour ce faire, vous allez quand même rajouter en plus, donc vous allez chercher vos différences de potentiel, et vous allez vous balader donc dans la ferme, vous allez brancher donc votre voltmètre sur la terre, et l'autre partie, vous allez la brancher, l'autre cosse, sur l'élément métallique qui n'était pas équipotentiel. Et vous allez voir si vous avez un voltage qui apparaît, en continu ou en alternatif, en commençant par les plus grandes valeurs. Parce que vous pouvez avoir des valeurs très élevées. Si vous avez une fuite de courant, eh bien vous allez vous retrouver avec du 230 volts dans les logettes, donc évidemment ça va se sentir tout de suite. Et si vous avez réglé votre appareil sur un petit voltage, vous allez le faire sauter. Donc vous commencez par les plus grandes valeurs et vous allez regarder si c'est du continu ou de l'alternatif, ça va vous permettre d'orienter le diagnostic. Il ne faut pas hésiter à chercher un petit peu partout. Alors, pour savoir quand est-ce que cette valeur est perceptible par les animaux, cette différence de potentiel est-elle perceptible par les vaches? Sur votre voltmètre, vous allez brancher une résistance de 500 ohms pour simuler la présence de la vache. C'est très important parce que sinon, vous détecterez des différences de potentiel que la vache ne va pas forcément percevoir. Si vous mettez votre résistance en parallèle, comme je l'ai fait sur cette diapositive, vous allez avoir à ce moment-là l'expression de la perception possible d'une vache d'une différence de potentiel. À partir du moment où le voltage change, où vous avez un mouvement dans vos volts, à ce moment-là, que ce soit en continu ou en alternatif, à ce moment-là, la vache peut le percevoir et peut être gênée par ça. Donc c'est important de vérifier. Et si c'est le cas, eh bien, il faut remettre votre élément métallique au potentiel de l'exploitation. Donc il faut refaire un lien physique, si possible avec un fil de cuivre, qu'on soude entre cet élément métallique et le reste de l'exploitation, en particulier la terre. Si vous avez une fuite de terre sur le sol et que vous suspectez qu'une vache ne veut pas avancer sur un terrain parce qu'elle a peur d'avancer, à ce moment-là, il faut poser deux éléments métalliques, deux plaques en fer par exemple, au sol et mesurer la différence de potentiel qu'il y a entre ces deux éléments métalliques. Ça, c'est pas très facile parce qu'on a une mauvaise conduction. Mais si vous avez de l'électricité qui circule entre ces deux éléments métalliques, une différence de potentiel, c'est qu'il peut y avoir un gradient de potentiel et que la vache, du coup, elle s'électrocute en avançant. C'est le cas en particulier quand il y a des fuites de terre sur les clôtures électriques. Le dernier test, c'est le test de la terre, de la qualité de la terre. Ce dernier test de la qualité de la terre,
il est à faire plutôt par un électricien. Il cherche à savoir si la résistance entre votre poteau de terre ou votre fil de cuivre qui est en fond de fouille de votre exploitation est suffisamment en contact avec le sol pour que les fuites de courant partent dans le sol. Ce test-là nécessite un appareil plus onéreux et plutôt réservé aux électriciens. Les éléments électriques de l'exploitation sont souvent mis en cause dans le cas de fuite de courant parasite. Cela dit, il ne faut pas oublier que si vous avez des problèmes avec vos animaux, il faut intégrer ce diagnostic-là dans les autres diagnostics, mais ce n'est pas l'électricité qui fait la majorité du temps, qui pose la majorité du temps un problème. N'hésitez pas à intégrer ce diagnostic, mais n'oubliez pas que c'est souvent pas lui qui est responsable de vos problèmes. Si vous avez des problèmes respiratoires sur les veaux, vous n'avez à peu près aucune chance que ce soit un problème de champ électromagnétique ou de courant parasite qui soit responsable de ça. Si vous avez des vaches qui dansent en salle de traite, là oui, il faut vous poser la question.